En RDC, quelques centaines de personnes ont manifesté ce lundi dans les rues de Kinshasa contre la corruption. C'était à l'appel d'un comité laïque de coordination, un collectif proche de l'Église catholique. Au Bénin, une conférence sur la criminalité et le terrorisme s'est ouverte ce lundi à Cotonou. Les assises visent à outiller les forces de défense et de sécurité du Bénin sur le leadership stratégique. Au Niger, de longues files de camions en provenance du pays ouest africain sont toujours bloqués à la frontière nigériane. Les commerçants demandent la réouverture de ces frontières car sa fermeture est un grand revers pour les affaires. C'est là les grands titres développés au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Niger. Plus précisément à Dan Issa, dans le sud, de longues files de camions nigériens et en provenance de pays ouest africains, vides ou chargés de marchandises, sont toujours bloqués à la frontière nigériane après sa fermeture de façon unilatérale et brutale le 20 août dernier. Les commerçants qui dépendent du commerce entre les deux pays demandent la réouverture de la frontière car sa fermeture est un grand revers pour les affaires. Reportage. Rien ne rentre au Nigeria et rien n'en sort. C'est hermétiquement fermé depuis le 20 août dernier. Pour lutter contre la contrebande qui coûte cher à son budget, le Nigeria a décidé de façon unilatérale de fermer sa frontière de plus de 1500 km avec le Niger, de même qu'avec ses autres voisins. À Dan Issa, dans le sud du Niger, de longues files de camions, vides ou chargés de marchandises, sont toujours bloqués à la frontière nigériane. Dans la région de Maradi, l'indignation et l'inquiétude gagnent la population dont la majorité vit de l'agriculture et surtout du commerce grâce au flux important d'échanges avec le Nigeria. Après la fermeture de la frontière, un produit qui se vendait 500 francs CFA se vend maintenant à 1000 francs ou 2000 francs CFA. Certains ont de l'argent pour acheter ces produits et d'autres non. Alors que devrions-nous faire? C'est pourquoi nous demandons au gouvernement du Niger et du Nigeria de s'asseoir autour d'une table pour examiner la situation et d'avoir pitié pour nous tous. En vérité, nous sommes très en colère. Le monde des affaires se détériore. Au nom d'Allah, cette fermeture de la frontière nigériane fait beaucoup de mal aux gens. Les activités qui leur permettent de gagner leur pain quotidien sont au point mort. Donc, nous sommes très en colère contre cette fermeture de la frontière. Avant la fermeture de la frontière, le sac de niébé se vendait à 18 500 francs CFA. Actuellement, il se vend à 17 000 francs CFA ou moins, voire 16 000 francs CFA. Alors pour nous commerçants, fermer la frontière est une véritable tragédie. C'est un grand revers pour les affaires. L'onde de choc s'est propagée jusqu'à Niamey, la capitale. Conséquence de la fermeture des frontières, la contrebande s'est développée au nez et à la barbe des douanes. D'incessantes navettes de motos et camionnettes acheminent riz, niébé, sushi au Nigeria à travers des pistes tracées dans les champs. En République démocratique du Congo, quelques centaines de personnes ont manifesté ce lundi dans les rues de Kinshasa contre la corruption. C'était à l'appel du comité laïque de coordination, un collectif proche de l'Église catholique, soutenu par l'opposition au nouveau président Félix Tshisekedi. Reportage. Quelques centaines de manifestants se sont rassemblés en différents points de la capitale congolaise à l'appel du comité laïque de coordination CLC, un collectif proche de l'Église catholique soutenu par l'opposition. La première colonne de manifestants, conduite par les ténors du CLC, a traversé 3 communes populaires du centre de Kinshasa, alors que le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Eve Bazaïba, était à la tête des manifestants du quartier pauvre de Kingabwa. Ces marches interviennent après l'affaire dite de 15 millions de dollars, le premier grand dossier de corruption présumé depuis l'investiture du président Tshisekedi. Vécu, nous vivons ce scandale incroyable où 15 millions de dollars disparaissent comme ça. Nous ne pouvons pas non plus laisser passer ça. S'agissant des 15 millions, nous demandons à ce que tous ceux qui sont suspectés d'être mêlés à ça soient suspendus à titre conservatoire pour que les juges puissent travailler en paix. En fait, ceux qui se disent intouchables puissent être redevables à la justice et des procès
tellement équitable soit engagé. Et pour ce faire, donc aujourd'hui, les CLC lancent une croisade. Cette manifestation n'est qu'une étape. Par après, il s'en suivra d'autres actions de mobilisation. Nous entendons qu'on nous réserve une suite légale aux démarches que nous avons entamées. En aucun moment, nous laisserons ces dossiers être enterrés parmi tant d'autres scandales. Fin de la corruption, fin de la... En juillet, une enquête de l'Inspection générale des finances qui parle d'irrégularité a révélé que 15 millions de dollars d'argent public n'ont pas été versés au trésor public, mais sur un autre compte. Ces 15 millions correspondent à une retenue de 15% prélevée sur une somme de 100 millions versée par l'État à 7 compagnies pétrolières pour compenser le gel des prix à la pompe. Cette manifestation est la première du CLC sous le mandat du nouveau chef de l'État. Il faut dire qu'elle n'a pas drainé autant de monde que fin 2017, lorsque ce même collectif appelait à des manifestations contre Joseph Kabila. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda en Tunisie, vainqueur des élections législatives, a fait ce dimanche une annonce de taille au terme d'une réunion de son conseil consultatif. Ennahda a en effet annoncé qu'il choisirait une personnalité issue de son parti pour présider le futur gouvernement. Après une réunion marquée par des débats approfondis et francs, le Conseil consultatif affirme qu'il lui revient de former un gouvernement qui sera présidé par une personnalité issue de ce parti, a annoncé à la presse Abdelkarim Harouni, président de ce conseil. Le futur chef du gouvernement doit être issu d'Ennahda puisque ce parti est le vainqueur des législatives, a rappelé Harouni, ajoutant que le dialogue se poursuivra pour décider qui sera cette personnalité. Ennahda est arrivé en tête des législatives du 6 octobre dernier avec 52 sièges sur 217, selon les résultats officiels de l'instance chargée des élections. Une fois le président Kaïs Saïed investi, il aura une semaine pour charger Rached Ghannouchi, chef d'Ennahda, de former un gouvernement. Selon le président, Saïed prêtera serment mercredi 23 octobre. Universitaire à la retraite quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, Kaïs Saïed, 61 ans, a été élu nouveau président de la Tunisie avec 72,71% des voix, devançant très largement l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Ennahda aura un mois renouvelable une fois pour former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés, une tâche ardue dans un parlement morcelé. Ce parti islamiste devance le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui, Kalba Tounes, créé en juin et qui rentre au parlement avec 38 sièges. Des membres du Conseil de sécurité de l'ONU effectuent une visite au Soudan du Sud pour rencontrer le président Salva Kiir et les signataires de l'accord de paix. À leur arrivée, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Kelly Craft, a déclaré qu'ils ont été déçus par les propos du dirigeant rebelle Riek Machar qui souhaite le report de la formation d'un gouvernement de transition. On l'écoute. Le Conseil de sécurité appelle les parties de l'accord à accélérer le processus de mise en place des arrangements sécuritaires de transition, à continuer les consultations sur la question du nombre et des frontières des États et à former pacifiquement le gouvernement revitalisé de transition d'unité nationale d'ici le 12 novembre. Nous avons été déçus par les déclarations du docteur Riek Machar, selon lesquelles le cessez-le-feu serait menacé si le gouvernement était formé d'ici le 12 novembre. Cependant, les déclarations des autres acteurs politiques ont mentionné le potentiel des partis autrefois en guerre de s'unir et de former un gouvernement de transition le 12 novembre. Le Conseil de sécurité a souligné l'amélioration significative de la situation au Soudan du Sud, notamment pour la population générale, au cours de l'année passée, grâce à l'accord de paix et au cessez-le-feu. Nous avons également remarqué la diminution des violences politiques qui ont permis à plus de personnes de rentrer chez elles et a contribué au retour de 94 000 personnes déplacées.
Dans le Soudan et l'autre, le gouvernement d'Abdallah Hamdok a mis en place une commission chargée d'enquêter sur les répressions meurtrières de manifestants intervenus durant cette année du moins, lors de sit-in à Khartoum et dans d'autres localités du Soudan. La commission est censée achever ses travaux en 3 mois et peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'1 mois si elle le souhaite. Reportage. Mise en place ce dimanche, la commission chargée de faire la lumière sur les différentes répressions meurtrières au Soudan devra éclaircir les circonstances dans lesquelles plusieurs manifestants ont été tués, violés ou jetés dans le Nil lors des protestations devant le ministère de la Défense à Khartoum, siège de la junte qui a pris le contrôle du pays après la chute de El-Béchir. Elle disposera de larges pouvoirs pour citer des témoins, y compris des fonctionnaires, et aura accès aux documents officiels, aux rapports, aux forces de sécurité et aux dossiers médicaux. La nouvelle structure sera chargée d'identifier les responsables de la répression ainsi que d'établir le nombre de morts, de blessés, de disparus et des pertes financières subies par les personnes touchées. Selon les médecins pro-démocratie, près de 130 personnes ont été tuées lors du raid et des violences des 3 et 30 juin dernier. Les militaires qui contestent ces chiffres ont reconnu 87 décès. Plusieurs autres auraient trouvé la mort dans un raid le 30 juin dernier dans la capitale et d'autres villes du pays. La commission est censée achever ses travaux en 3 mois et peut bénéficier d'un délai supplémentaire d'1 mois si elle le souhaite. Elle peut également demander l'assistance technique de l'Union africaine qui a joué un rôle de premier plan dans la transition du Soudan. Par ailleurs, la justice soudanaise avait déjà affirmé qu'au moins 8 officiers militaires seront poursuivis en justice pour des crimes contre l'humanité après la mort de manifestants le 3 juin dernier. Une conférence sur la criminalité et le terrorisme a ouvert ses portes ce lundi à Cotonou. Les assises visent à outiller les forces de sécurité et de défense du Bénin sur le leadership stratégique. Les travaux sont initiés par le Centre d'études sur le terrorisme START de l'État de Maryland aux États-Unis. Compte rendu, Landry Saladon, Kevin Achaoui. Les réflexions de ces acteurs spécialistes des questions de défense et de sécurité sont axées sur la lutte contre le terrorisme. L'ampleur des nouvelles formes de violence oblige à changer de paradigme, d'où la nécessité de développer un leadership stratégique, en particulier dans des moments de crise. La stabilité du Bénin a été éprouvée cette année et, comme dans tout pays, il y aura des tests à venir. J'espère que les expériences des uns et des autres nous permettront de tirer des enseignements de la manière dont les meilleurs dirigeants gèrent les navires quand la mer est agitée. Sur le terrain, la communauté constitue une banque d'informations, un partenaire important. Les participants aux travaux disent en avoir conscience et se montrent déjà impatients. Les enseignements que nous en tirerons nous seront très utiles au quotidien. Et je souhaite que nous puissions les appliquer immédiatement dans l'exercice de nos fonctions. Le travail en équipe constitue aussi un facteur dans la lutte contre le terrorisme. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.